Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons chaque semaine sur Radio Fréquence Atlantique 88.3, 93.6, 105.9. Vous écoutez également sur rfaradio.fr et puis nous pouvons retrouver l'émission sur YouTube dans la soirée qui suit. Donc, comme chaque semaine, nous allons traiter un point d'actualité nationale, un point d'actualité internationale et un thème de déconstruction. Au menu, j'ai proposé aujourd'hui de commenter des chiffres concernant le nombre d'AVC en Martinique, ce qui concerne notre pays. Concernant l'actualité internationale, nous allons revenir sur l'impact du génocide sioniste dans les territoires occupés palestiniens quant à la situation internationale. Et enfin, en termes de déconstruction, nous allons parler des possibilités de changer le monde. Alors tout de suite, nous allons sur ces chiffres effrayants qui concernent le nombre d'AVC en Martinique. On compte en moyenne 800 AVC chaque année et 256 personnes meurent des formes les plus graves. On remarque aussi que les AVC touchent de plus en plus des tranches de population jeunes. Donc ça, c'est la réalité. Et l'accident vasculaire cérébral, AVC, c'est une urgence médicale absolue qui laisse des séquelles souvent profondes quand il n'y a pas le décès. Et pourquoi ce chiffre-là est inquiétant pour notre pays? C'est parce que les experts du monde de la santé qui comparent les résultats d'AVC par différents territoires, et notamment pour les départements français du continent et les néocolonies françaises, révèlent que les taux d'incidence des patients hospitalisés sont beaucoup plus élevés dans les colonies françaises, Réunion, Guyane, Martinique et Guadeloupe. Ils oscillent entre 291 et 384 personnes pour 100 000 habitants, alors que la moyenne pour la France, le territoire français, c'est 231 pour 100 000 personnes. Je répète, pour les colonies, 291 à 384, et pour la France, on est de l'ordre de 231. Et en ce qui concerne la prévalence des possibilités d'avoir des AVC, les taux pour la France, la population adulte française, c'est de 2%, et pour les colonies, ils oscillent entre 2,4 et 3,3% pour le même type de population. Alors, la mortalité, c'est pareil, le décalage. On compte dans les colonies entre 83 et 98 décès pour 100 000 habitants et en France, 58 décès pour 100 000 habitants. Donc, qu'est-ce qui explique cette différence entre les résultats en France et les résultats dans les colonies? Alors, parlons précisément de la Martinique, puisqu'on a dit 256 morts, 800 cas. Eh bien, ils sont multiples. Il y en a un qui est particulièrement important à signaler, c'est l'empoisonnement conscient de notre population par les grands propriétaires de plantations de bananes et l'État français qui leur a donné le droit d'utiliser des produits qu'ils savaient pertinemment porteurs de ce type de maladie, AVC, cancer et autres, etc. Donc, la première explication de la différence des résultats entre les colonies et la France, et pour nous particulièrement en Martinique, c'est ce qui nous avons été soumis à la question de l'empoisonnement pesticide. On fait une petite parenthèse
pour dire malgré ce scandale-là que l'État colonial ne veut pas réparer et indemniser, la chose va continuer à s'amplifier. Parce que les gouvernements européens ont fait voter une loi, la loi Duplon, qui revient en arrière sur des protections qui avaient été mises dans l'usage de certains pesticides. Quand on nous dit que le gouvernement est soumis aux intérêts des multinationales et sacrifie la vie de la population, c'est une manifestation. Donc voilà l'une des premières causes de cette différence. Et puis il y a à cela le fait que nous avons subi une politique qui imposait l'injection de produits expérimentaux qui est accélérée. Parce que les témoignages des populations, des gens qui ont été vaccinés, je mets le vacciné entre guillemets, qui ont été injectés, se multiplient. Des jeunes personnes, des sportifs, des personnes qui n'avaient rien à voir, alors soit ils ont des maladies cardiaques lourdes, des thromboses, et puis il faut des AVC. Le nombre explose dans la sphère de ceux qui ont été injectés. Alors, on revient sur ce fameux débat où des élus, des médecins traitaient la population d'ignorante, d'obscurantistes, parce qu'ils refusaient une injection expérimentale dont on ne connaissait pas encore tous les dégâts collatéraux. Nous traitons de toutes sortes d'ignorants, culpabilisant, prenant des sanctions policières pour qu'on ne puisse pas travailler, pour qu'on soit licencié quand on n'accepte pas de se plier au dictat. On rappelle ce débat-là où ces gens-là criminalisaient la population qui, heureusement, a résisté. Et l'on constate que les gens qui se sont laissés abuser, impressionnés par cette propagande-là, aujourd'hui, ils paient au prix fort avec toutes ces maladies. Malheureusement, l'âme humaine, c'est ainsi. On n'aime pas reconnaître ses erreurs, on ne reconnaît pas s'être trompé, surtout qu'on avait des attitudes condescendantes envers ceux qui refusaient. Mais enfin, il nous faut comprendre que c'est notre vie, c'est notre santé. Nous avons été trompés, nous n'avons pas à nous culpabiliser pour avoir été trompés, pour avoir mis notre confiance en des gens qui se disaient scientifiques, ARS, etc. Il nous faut nous retourner contre ces gens-là, et partout où il y a des cas de personnes qui étaient en bonne santé, qui se sont fait vacciner et qui ont AVC et autres, il faut s'engager dans des procédures judiciaires contre les responsables. C'était la deuxième cause, la question de l'injection qui rend plus actuelle la fréquence des AVC. Et puis il y a une cause qui est plus générale, qui concerne également la France, les États-Unis, puisqu'on a bien dit que la différence des résultats est importante, mais n'empêche qu'il y a ce problème-là. Parce qu'en toute conscience également, l'industrie de l'alimentation, les multinationales, obligent les gens à consommer des produits qui favorisent cancer, et AVC et autres, une mauvaise alimentation à laquelle on habitue les enfants depuis tout petit dans les fast-foods, etc. Donc il y a une volonté pour faire des profits en matière de vente de produits alimentaires, de gâcher la santé des gens. C'est une raison. Et puis il y a une dernière raison sur laquelle il faut insister, c'est que la politique ultralibérale des gouvernements capitalistes fait qu'on sabote les systèmes de santé, qu'ils soient publics ou privés, sous l'âge de location. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas te soigner, tu ne peux pas faire de prévention. Et donc, quand on sabote les services de santé, quitte à faire une petite macaquerie un jour dans l'année, faites attention, une petite campagne publicitaire au 4 sur 4, mais les gens n'ont pas les moyens de se soigner. Les services de santé, les infirmiers, vous n'avez qu'à voir qu'il y a quelques jours, les personnels de santé du centre hospitalier Maurice Desminois, qui s'occupe des problèmes de maladies mentales de dérèglement, manifestaient pour dire nous n'avons pas de médecins, le personnel est en souffrance, il y a insécurité, donc
ces gens-là montraient que l'État tue la protection en matière de santé. Voilà ce qui explique le taux important d'AVC qui massacre notre population. La politique ultralibérale et coloniale du gouvernement français. Donc je voulais faire ces commentaires pour ce qui concerne l'actualité nationale et tout de suite je vais passer sur ce qui concerne l'actualité internationale. Alors la question palestinienne. Les gens sont obligés de reconnaître aujourd'hui que partout, dans tous les continents, il y a des manifestations monstres pour dénoncer le génocide. Une fois encore, il faut dire qu'il n'y a pas de guerre dans les territoires occupés entre l'armée israélienne et le Hamas. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de guerre. Une guerre oppose deux armées. Là, il n'y a pas deux armées. Il y a une armée d'occupation qui pratique un génocide et parmi ce que cette armée génocide, il y a une organisation de résistance. Et les complices occidentaux de ces criminels-là vous interdisent de parler de la résistance palestinienne. Si vous dites que le Hamas a le droit de se défendre, vous êtes un terroriste. Et vous êtes sujet à des sanctions pénales. En fait, 70 ans d'occupation, de massacre, de tuerie par une armée d'occupation qui ne respecte pas les résolutions de l'ONU, des gens s'arment pour se défendre, qu'ils soient islamistes, qu'ils soient pas islamistes, ils ont le droit de défendre leur peuple, les armes à la main. Et si vous dites qu'ils ont le droit de se défendre, si vous dites que je ne me contente pas de la propagande qui est faite par les sionistes et leurs complices occidentaux pour dire que c'est des criminels, on a le droit de, vous êtes susceptible d'être poursuivi? Non. Donc, la première question à dire, c'est qu'il n'y a pas de guerre entre l'armée israélienne et le Hamas. Il y a une poursuite d'un génocide qui a commencé depuis des décennies pour massacrer une population où les gens disent très clairement, nous allons annexer. Nous permettons aux colons de détruire les habitations des Palestiniens en Cisjordanie. Nous les défendons. Et nous écrasons écoles, hôpitaux, tout. Nous écrasons tout sur la population civile. Nous tirons sur des camps de réfugiés. Nous interdisons à l'aide alimentaire de rentrer. Nous disons, voilà, nous allons distribuer des aliments. Quand les gens viennent, vous les tuez. C'est un génocide. Comment des gens, des journalistes, des gouvernements osent dire, ah, peut-être qu'il y a on est sur la voie de... C'est un génocide, personne ne peut le contester. En tout cas, tous ceux qui sont honnêtes, tous ceux qui sont conséquents, qui sont humains, sont obligés de dire qu'il y a un génocide. Bon. Premier élément, donc, il n'y a pas de guerre, il y a un génocide. Deuxième élément, pourquoi tous les Occidentaux soutiennent ce génocide-là? Eh bien, parce que c'est le front principal dans le conflit entre les impérialistes occidentaux et les peuples qui se défendent, qui luttent pour leur souveraineté. On a choisi là parce que, comme on dit chez nous, le proverbe dit Pakba, Befka Jambé, parce qu'on avait fait un travail pendant un siècle pour dire que c'est une population opprimée, les Juifs ont été massacrés par Hitler, par les Européens et nazis, et donc il faut qu'ils se protègent contre les gens qui veulent les tuer. Donc on avait préparé en montrant des images, des films. Et on pensait pouvoir, à partir de cela, écraser toutes les résistances de la région, en prétextant soutenir le droit d'Israël à la sécurité, et à ce moment-là, être en position pour la guerre entre les impérialistes et le reste du monde. Sauf que la résistance est là. Sauf que les médias alternatifs arrivent à montrer des images, à tel point que les gouvernements sont obligés de dire oui, il y a famine à Gaza, oui, il faut une solution, oui. Et que dans Israël même, les manifestations
se multiplient contre la politique génocidaire de Netanyahou. Les médias n'en parlent pas. Des étudiants à Tel Aviv ont manifesté dans leur université avec des photos des bébés de Gaza massacrés pour dire nous ne sommes pas d'accord. Des soldats refusent d'aller au front. Beaucoup de soldats se suicident pour ne pas commettre ce crime-là. Et cette semaine-là, il y a 1000 rabbins de la terre entière qui ont signé ensemble une tribune pour dénoncer le génocide mené par Netanyahou. Est-ce que l'un de vous a entendu ça sur une télé ou une radio occidentale? Donc il y a un rejet, les gens, ils ne peuvent plus tromper les gens. Or pour eux c'est fondamental parce que ce qui se passe en Palestine occupée a pris le dessus sur la guerre en Ukraine. Parce que là où il y a une guerre en Ukraine, et qu'ils avaient enclenché, rappelez-vous qu'il y a quelques mois, j'expliquais que c'était les deux pieds de l'offensive occidentale, Palestine et puis Ukraine. Mais la guerre qu'ils avaient déclenchée en Ukraine pour penser écraser la Russie et être en position d'aller plus loin contre la Chine, ça n'a pas marché. Parce que non seulement la Russie résiste, mais elle n'est pas affaiblie économiquement. Et donc ça ne marche pas en Ukraine. C'est pour cela qu'ils se déplacent sur le front de la Palestine pour pouvoir avoir une victoire et surtout des prétextes pour aller plus loin. Alors vous direz, mais non, mais il y en a quand même qui essaient de comprendre parce que Macron, d'autres ont dit, ben, il faut reconnaître l'État palestinien. Ça n'a aucune sorte de signification. Il dit ça, c'est pour noyer le poisson, pour empêcher que les gens ne continuent à lutter pour dénoncer le génocide en disant, ah, peut-être que si on lutte pour un État palestinien, qu'est-ce qu'on va reconnaître? On va reconnaître un État qui n'a aucun pouvoir, où l'armée israélienne est sur place en train de tuer des gens, empêcher l'aide alimentaire. Quand on a reconnu ça, qu'est-ce qu'on a fait là? Les Palestiniens ne vont pas mourir de faim, etc. Non. C'est une manœuvre malpropre, il faut le dire, criminelle, pour essayer de détourner l'attention. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, évidemment, les gens réfléchissent. Et puis, parce qu'on nous dit qu'ils veulent l'État, mais on ne dit pas des conditions. Les conditions que la France, que tous les autres posent pour reconnaître l'État, ils ne les présentent pas. Il faut que le Hamas dépose les armes. Je vais reconnaître l'État israélien si une organisation de résistance armée dépose les armes, mais je n'en mets pas dans mon contrat. Je vais reconnaître un contrat, l'État palestinien si l'État israélien enlève ses troupes et arrête de coloniser. Ça veut dire que, bon, la conscience humaine est assez éclairée aujourd'hui. Et pour remarquer aussi qu'en même temps qu'il faut cette macaquerie-là, il y a une répression féroce contre tous ceux qui dénoncent le génocide palestinien. Tous ceux qui font un dessein pour dénoncer Israël. Le voyou dictateur qu'on appelle Trump dit à un pays, si vous reconnaissez l'État d'Israël, je mets des sanctions sur vous. Alors, bon, en résumé, n'allons pas plus loin. Nous avons là une ligne de front qui concerne l'ensemble du monde. La question de la Palestine, si on défend pas le peuple palestinien, si on défend la cause palestinienne, la lutte contre le génocide, etc., c'est le monde qu'on défend. Parce que ce qui se fait en Palestine va s'étendre au reste du monde de la même façon. Non-respect des lois, génocide, assassinat, ciblé, etc. Bombardement, ça va s'étendre à l'ensemble du monde parce que les impérialistes voient qu'ils perdent l'hégémonie et qu'ils ne vont pas accepter de sombrer sans commettre tous les crimes possibles qu'ils pourraient faire pour se maintenir au pouvoir. Voilà ce que je voulais dire concernant la Palestine. Et si l'on veut bien, on va faire une belle pause musicale pour parler des possibilités de changer le monde.
allons donc parler des possibilités de changer le monde. Régulièrement, je rappelle dans ces émissions de déconstruction que l'ensemble de la planète est confronté à 5 fléaux qui sont déterminants pour son futur. Le dérèglement climatique, c'est pas la peine que j'y use encore. Les incendies, les inondations. Mais nous sommes quand même conscients que du jour au lendemain, tout ce que nous avons construit comme maison pour vivre peut disparaître. Nous sommes conscients que le changement climatique va avoir une conséquence sur l'alimentation mondiale, avec la disparition des cultures, etc. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Pour nos générations futures, ce sera accéléré, mais là déjà, premier fléau. Deuxième fléau, crise économique majeure. Nous avons vu ce que l'impérialisme américain fait. Pas Trump. Trump, c'est un agent. Je casse les lois internationales. Je mets 50% sur tes produits. Si tu ne paies pas 50% de douane, je t'interdis de vendre. Il n'y a plus de loi du commerce. Et les gouvernements européens, occidentaux plus généralement, se plient puisqu'ils sont dépendants des États-Unis. Encore une question à réfléchir. La dépendance est mortelle. Voilà des alliés depuis la Deuxième Guerre mondiale qui ont leur économie intégrée, qui se soutiennent militairement. Et puis le plus puissant dit, bon, comme vous dépendez de moi, je vais cracher à votre visage. Et puis l'Europe fait une réunion. Bon, eh bien, augmente de 15% seulement, et puis on accepte ton dictat. Donc, tout cela a pour résultat de déstructurer l'économie mondiale. Pas seulement dans les pays attaqués par les États-Unis, mais aux États-Unis même aussi. Parce que les immigrés, par exemple, qu'ils chassent, c'est eux qui faisaient tourner le bâtiment, l'agriculture, le tourisme. Parce que les douanes qu'ils mettent excessifs font que les gens ne vont plus pouvoir exporter chez eux, que les gens ne vont plus importer chez eux, ils vont mettre des circuits parallèles. Et quand l'économie états-unienne va s'effondrer, parce qu'elle va s'effondrer, le dollar ne peut déjà plus jouer le rôle qu'il avait jusqu'alors, il y aura évidemment des conséquences partout. Et les deux autres conséquences, les deux autres fléaux sont aussi des conséquences parce que c'est la guerre. Comme ils ne vont pas accepter de perdre, on l'a dit tout à l'heure, ils vont massacrer. Vous avez entendu l'histoire de sous-marins nucléaires. La guerre nucléaire est à nos portes. Qu'est-ce qui a fait qu'elle n'éclate pas encore? C'est que c'est l'équilibre de la terreur. La Russie a des bombes nucléaires et la Chine a des bombes nucléaires. C'est ce qui fait qu'ils hésitent encore parce qu'ils savent que ce sera tout le monde perdant, déflagration mondiale. Mais la guerre, en tant que conflit militaire généralisé, même si on ne lâche pas de bombes nucléaires, va se généraliser. Je profite pour faire une parenthèse. Comme l'Occident, l'Europe, la France sont dans le camp des États-Unis et qu'ils vont se ranger à leur côté dans la guerre, ils préparent l'opinion pour désigner les adversaires en diabolisant la Russie. Je vous invite à aller voir les articles, pratiquement à 99%, les articles venant de journalistes occidentaux, y compris de gauche. Trump a envoyé des sous-marins nucléaires pour répondre aux provocations de l'ancien président russe qui a fait des menaces nucléaires, etc. Donc il faut se préparer à se défendre dans le monde. Tout le monde. Et Medvedev, c'est un criminel, un provocateur. Allez voir les titres. Aucun de ces journalistes-là n'ignore la réalité des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Trump a dit, je vais bombarder Moscou. Et je demande à Zelensky de bombarder Moscou, je vais le couvrir. C'est le point de départ. Et je donne
18 jours à la Russie pour arrêter la guerre, autrement, j'agis. C'est ça le point de départ. Et en réponse à cette provocation de Trump, les Russes disent, pas fait ça. Et la fameuse provocation qu'on prête à Medvedev, je ne sais pas bien son nom, c'est d'avoir dit, est-ce que vous connaissez la main de la mort? On ne vous dit pas plus. C'est ça la provocation. Mais bon Dieu de bon sang, comme disent les Français. Au moins un journaliste aurait pu dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Russie a dit aux États-Unis, depuis l'Union soviétique, depuis que la course aux armements a commencé, nous avons un système d'autodéfense. Si des bombes arrivent sur Moscou, la minute d'après, la main de la mort va se déclencher en envoyant des bombes nucléaires sur ceux qui nous ont attaqués. Il n'a pas dit je vais vous attaquer. Il n'a pas dit je vais user de la vue. Si vous m'attaquez, j'ai un système qui pourra envoyer des bombes nucléaires. C'est une provocation? Ou bien c'est une réponse à la provocation de Trump? J'envoie des sous-marins nucléaires. Mais bon, tout ça c'est des hauts de montagne, mais l'engrenage peut être là. Je ferme cette parenthèse pour dire qu'on nous prépare à accepter une guerre dans laquelle on serait dans le mauvais camp. C'était le troisième fléau. Le quatrième fléau qui est là en cours, le fascisme. Nous sommes espionnés. On contrôle notre argent. On contrôle tout ce que nous faisons. On n'a pas le droit de parler. Dieudonné fait un concert sur un terrain privé. Des gendarmes viennent lui dire, vous n'avez pas le droit, vous arrêtez ça. On n'a pas le droit de s'exprimer. On est antisémite si on dit que ces voyous criminels-là sont en train de massacrer un peuple. Et qu'il faut les arrêter, qu'il faut prendre des... Non. Le fascisme est déjà là, dans tout. On contrôle toute notre vie. Et puis, il y a effectivement le plus dangereux de tous ces fléaux, c'est le dérèglement sociétal. Dans le temps, quand vous achetiez le journal Détective, etc., il y avait un crime, il y avait, etc. Quand Anama faisait un crime en Martinique, c'était une explosion. Parce que c'était des exceptions. La société avait quand même des règles morales. Bon, il y avait des fous, ça a toujours existé et ça va toujours exister. Mais aujourd'hui, c'est l'ensemble de la société qui est déréglée. Mais enfin, regardez, des gens vont en vacances, il y a un problème, ils abandonnent leur enfant de 10 ans pour ne pas perdre le billet d'avion. Par là, celui-là rentre avec une mitraillette, il tue une école. Par là, un bonhomme découpe. Mais ce n'est pas un exemplaire. Mais au-delà des crimes les plus odieux, le dérèglement sociétal, c'est le fait de la prostitution des enfants depuis 12 ans au sein des collèges. Massivement. C'est pas tout maman là qui pas écouter, qui finit par raconter méchant, malgré l'éducation qu'elle lui donne. C'est le fait qu'on lui donne, depuis le primaire, un portable sur lequel il a accès à des affaires porno, qu'il lui disait, bon, c'est bien, ouais, tu peux te faire de l'argent avec ça. Donc, et puis qu'on ne lui donne pas de morale, qu'on vide l'enseignement de son contenu. Ça, nos enfants. Ces films, ces choses qui détruisent les relations de couple, etc. Dérèglement sociétal généralisé. C'est la propagation de la haine contre les immigrés. Ouais, c'est les immigrés qui prennent notre travail. On désigne des boucs émissaires. Dérèglement sociétal. C'est le plus grave parce que si les gens ne sont pas conscients, s'ils ne réfléchissent pas, s'ils sont drogués, s'ils sont alcoolisés, ils ne pourront pas comprendre les 4 premiers fléaux et s'organiser pour lutter contre les 4. Quand j'ai rappelé ça, et il faut le rappeler systématiquement, ces 5 fléaux-là, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ça ne concerne pas le voisin, ça nous concerne tous.
C'est là que se pose la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut changer le monde? Est-ce qu'on peut porter des réponses à tout cela? Constatons ce qui se fait. Comment réagissent les gens? La majorité des gens sont dans le déni et dans la fuite en avant. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas qu'à essayer de réfléchir. Même si au cas où, dit, le cerveau humain, la science psychologique et psychiatrique l'a déjà expliqué, est faite pour se protéger. Comme je n'ai pas de réponse, je vais devenir fou, etc., je ne vois pas. Ce n'est pas une décision que je prends, c'est un réflexe organique et physiologique qui me protège. Allons enlever toute forme de morale, de jugement. Le déni, c'est une autoprotection qui pousse à la fuite en avant. Quand des gens vont faire after all, se saouler avec des champagnes à 82 euros, beaucoup de gens disent que plusieurs pays foutu, il n'y a pas ni l'argent pour manger. On est dans la morale. Mais c'est un comportement de déni et de fuite pour ne pas devenir fou, pour se protéger. On peut mettre ça au même niveau, déni, fuite en avant, que alcoolisation, toxicomanie, des gens qui... Et puis on peut mettre ça aussi au même niveau de la folie et du suicide. Les gens, ils capent tout. Mon homme, nos jeunes enfants qui se capent sur la moto à 150 à l'heure, qui font des choses là. C'est couillon, c'est méchant, ils sont malades. Le cerveau ne fonctionne pas normalement. Et puis nous avons joué, nous avons dit, c'est qu'est-ce qu'il y a là ou là. Nous n'avons pas dit, que ça, système là qu'a fait, c'est guiche-nous. Alors il y a le suicide tout simplement, ce suicide. Vous connaissez le taux de suicide en Martinique, 2 tentatives par jour. 2 tentatives par jour. Donc, ce déni, cette fuite en avant, c'est malheureusement ce qui touche la majorité. À ceux qui veulent changer le monde, de dire, mais comment agir sur ce point-là? On va y revenir. Le deuxième comportement qui est aussi très largement répandu, je ne peux pas changer le monde, je me réfugie dans la spiritualité. Parce que c'est une peine que nous devons subir pour avoir accès à une vie meilleure dans l'au-delà. Il y a des gens qui disent, ah, c'est pour nous, il y a qu'à rentrer dans la religion, il n'y a pas qu'à réfléchir. Mais bon, quand même, réfléchissons. C'est une bouée de secours qu'ils cherchent. C'est pas parce qu'ils sont méchants, couillons, imbéciles, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ne voient pas autre chose que ça. Et heureusement qu'il y a ça. Parce qu'ils ont rejoint le premier groupe. Suicide, alcoolisme. Oh, heureusement il y a ça. Et puis que dans cet espace-là, il y a un langage, même s'il y a des hypocrisies dans l'institution, qui leur fait croire dans l'humanité. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu la messe de clôture des JMG en Italie, où les jeunes catholiques se... Le pape a parlé devant 1 million de personnes, 1 million de jeunes. Qu'est-ce qu'il leur a dit? À quoi ça sert? Eh bien, ce pape-là, il ne faut pas vivre dans la consommation. Ce n'est pas ce qu'on a, qu'on accumule. Il faut se débarrasser de ça. Il faut avoir des pensées saines. Il faut partager. Il faut penser à ceux qui souffrent. C'est pas mieux qu'ils soient là que dans l'alcoolisme ou dans le suicide. C'est une réponse humaine qui est portée. Nous devons la respecter, même si nous sommes athées et mécréants, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qui nous donne le droit? Nous militons, nous nationalisons. Oui, ils sont dans la religion du colon. Mais non, tu n'as pas compris que c'est une réponse humaine qui sauve une partie de l'humanité. Et que toi, au lieu de critiquer ça, tu dois dire, mais qu'est-ce que je dois faire pour que, à côté de la spiritualité qui est nécessaire, que ces gens-là vont chercher dans les religions dans lesquelles ils ont été élevés, et que moi je vais chercher dans d'autres religions
que je dois respecter aussi, notamment les religions panafricanistes, etc. Ok, mais nous sommes sur le même plan, on cherche des réponses. Ce n'est pas encore la réponse définitive parce que ça n'empêche pas aux impérialistes d'agir, au monde de tourner. Bon, il y a une troisième catégorie de gens. Là, on est déjà moins nombreux. Les gens qui comprennent conscience et qui disent c'est le système qui n'est pas bon. Donc il faut changer de système. Ils sont beaucoup moins nombreux que tout le reste. Et parmi ces gens-là, la plus grande partie de ceux qui est déjà une minorité dit bon, en nous manifestant la vie pour faire gouvernement respecté, doit nous. L'État doit remplir son rôle. Il faut que l'État assure la continuité territoriale. Il faut que ceci. On est de bonne foi. Mais on est exactement comme ceux qui croient à l'au-delà. On est au même niveau que ceux qui pratiquent le déni parce que c'est un déni de ne pas comprendre que l'impérialisme n'a pas de sentiment. Il ne va pas vous écouter, il ne va pas améliorer, il va vous massacrer. Quand tu avais dit, non, il est bon bout, il est bon lacrymogène. Je ne dis pas qu'il ne faille pas manifester. Mais quand on va manifester, on sait ce qu'on a derrière. On sait comment on va réagir à la répression. Ça, c'est dans la dernière partie que je vais développer ça. Donc, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas inintéressant parce qu'il faut montrer que les gens ne sont pas d'accord. Et s'ils ne sont pas organisés, qu'ils le fassent spontanément, c'est bien. C'est une solution d'attente. Et puis, il y a, alors là, c'est le plus grave, le plus dangereux à dénoncer. Des gens qui savent que le système n'est pas bon. Mais des gens qui savent aussi que le gouvernement ne va rien changer, mais qui disent, vous avez comme elle qui plomb, donc c'est en tout. C'est une position de classe, c'est une position égoïste, mais elle existe. En particulier dans les milieux militants à gauche qui se disent de gauche, etc. Alors, bon, il n'y a pas bon, mettez-moi là, mettez-moi maire, mettez-moi ceci. C'est la voie des élections, c'est ceci. C'est-à-dire des réponses opportunistes. Parmi ces gens-là, il y en a qui sont particulièrement dangereux pour la lutte du peuple. Parce qu'ils donnent des illusions concernant la possibilité de transformer le monde. Parce qu'ils agissent comme des aliénés qu'ils sont, des petits bourgeois, des petites bourgeoises qu'ils sont et qu'elles sont, et qui ne pensent qu'à leur beefsteak. Donc je vais dénoncer pour que le peuple me suive. Par le peuple, pour le peuple, il dit c'est moi. Je suis le Django qui va changer les choses, alors que vous savez que vous n'allez rien changer. Donc vous trompez le peuple. Et puis vous partez d'une idée petite bourgeoise, individualiste, élitiste, Mais enfin, l'impérialisme, c'est l'impérialisme occidental, les multinationales. Vous pourrez y faire face parce que vous êtes assez intelligent et transcendant pour dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Pour oser attaquer des militants qui font un travail sur le terrain depuis, etc. des temps. Non, il n'y a pas qui fait rien. C'est moi, suivez-moi. C'est prétentieux. C'est prétentieux. Mais c'est dangereux parce que ça sert. Contrairement à ce qu'on dit, on est un soldat de l'impérialisme parce qu'on empêche au peuple de s'organiser. Parce qu'on affaiblit les forces qui sont entre. Même si on n'est pas d'accord, même si elles commettent des erreurs, c'est elles qu'on attaque plus que le colonialisme. Élitisme, individualisme, prétention, qui en définitive servent des intérêts de classe, des intérêts individuels. Et il faut que le peuple comprenne que ce ne sont pas des alliés. Disant cela, ce n'est pas un jugement moral. Comme on l'a dit pour les gens de dénier tout ça, c'est plutôt un jugement de tristesse pour dire, voilà,
Regardez des énergies que nous perdons, des gens qui auraient pu, mais qui choisissent leurs intérêts de classe, tout en sachant qu'ils n'iront nulle part, en se faisant des illusions. Alors que nous avons besoin de changer le monde, nous avons besoin de toutes les compétences. Arrêtez, sautez, arrachez-vous de votre aliénation, de votre prétention. Mettez-vous au service du peuple humblement. Vous serez utile et vous permettrez que nous changions le monde. Alors, voilà toutes les réactions. Et puis, il reste quand même une minorité de la minorité, qui sont les militants, qui analysent, qui essaient de tenir compte du rapport de force, d'élaborer des stratégies, de façon à combattre efficacement les multinationales et les gouvernements qui les représentent. C'est ça qu'on peut appeler des militants révolutionnaires. Et ça veut dire qu'il s'agit de persuader tous ces groupes dont nous avons parlé, mais c'est pour changer le monde, il nous faut faire la révolution. Pour faire la révolution, il nous faut être conscient de ce qui nous bloque et de ce que nous pouvons faire, quels sont nos atouts, sur quoi nous pouvons nous appuyer pour résister et pour construire l'alternative. Donc c'est la question des obstacles et des atouts. Alors, le premier obstacle, on l'a déjà suggéré dans notre analyse, c'est l'aliénation qui paralyse les gens. Ils jugent avec les idées de l'autre. Ils jugent avec les informations que l'autre lui porte et n'ont pas le ressort d'aller étudier, chercher pour avoir une information alternative. Donc, ils sont dans une aliénation et puis en avant, tout ça qui malheureusement dessert la cause. Donc, le premier obstacle à surmonter, c'est l'aliénation. Ce qui veut dire qu'il nous faut parler. Écouter surtout. Parler. Chercher, étudier, fouiller, lire, comparer. Pas lire ce qui nous fait plaisir seulement. Lire ce que l'autre fait pour dire, mais quel est son projet. Donc, formation. Il nous faut travailler sur le fond de la culture. Comment faire en sorte que nos enfants aient des images. Comment dans mon foyer, je vais faire en sorte que mon enfant ne regarde pas, ne s'habille pas comme Zorro fait. Nous avons fait ça quand nous étions enfants. Hein. C'est pas une critique morale. C'est pour dire qu'on a un combat à mener pour changer les comportements. Donc, au travail culturel, les artistes, quel choix je vais faire? Est-ce que je vais faire le choix de faire une culture de Brénéfesse et bestialisant le peuple? Ou bien est-ce que je vais faire une culture qui s'appuie sur des valeurs artistiques valables et portant un message alternatif? Bon, on a cette lutte-là contre l'aliénation. La deuxième chose, c'est sur le front économique. Parce que eux nous tuent. On ne peut pas manger. Ce n'est pas un hasard si le gouvernement français détruit toutes les entreprises locales. Ce n'est pas un hasard s'ils disent que désormais ils vont embêter tous les gens qui vendent des cocos, qui font des choses sur le bord de la route pour manger. Non, non, non. C'est pour qu'on aille dans le supermarché où les contrôles de santé et de sécurité ne sont pas réalisés. Non, ils tuent l'économie. Ce n'est pas un hasard s'ils mettent des divisions entre fonctionnaires et privés, entre travailleurs noirs et puis ceux qui paient leurs impôts. On a déjà parlé de ça, non? L'alternative. Donc il nous faut comprendre que pour lutter contre le gouvernement et changer le monde, il nous faut avoir une stratégie de construction de l'économie alternative. Et nous avons des atouts pour ça, puisque nous sommes un peuple imaginatif, créatif, etc. Mais chaque monde a fait un point et bien crasé. Mais faisons ça converger pour avoir une puissance économique. Les Noirs américains, même s'ils sont intégrés dans le système aujourd'hui, au moment où ils luttaient contre le racisme, ils avaient leur réseau. Hein. Ils avaient leur réseau. C'est ça qui a fait qu'ils ont pu avoir une puissance économique qui les a amenés à être respectés. Bon, il reste la question de la philosophie. Il nous faut avoir des réseaux et pour pouvoir nous opposer au gouvernement colonial. Et puis le point le plus important,
l'obstacle le plus grave à surmonter, c'est le fait que l'État français, les impérialistes, la bourgeoisie occidentale a décervelé l'esprit des gens en ce qui concerne la lutte. Il ne faut pas faire de politique. Il y a toutes les partis politiques, tous les capitalistes sont leur pouvoir politique. Trump a les républicains. Et l'autre là, Biden a les démocrates qui défendent, qui organisent partout la résistance pour que leur système ne disparaisse pas. Et puis, au cas dit nous, pas organisé, pas fait parti politique, ne te laisse pas récupérer. Et ils ont semé une méfiance. On a parlé de l'individualisme tout à l'heure. Ouais, c'est toi, c'est toi qui dois. Ne laisse pas quelqu'un te commander. Combat des chefs égaux. Voilà notre premier obstacle, notre principal obstacle. Comprendre que si nous ne sommes pas organisés, si nous n'apprenons pas à nous parler, à surmonter les méfiances, à trouver des voies pour régler les contradictions, puisque tout le monde c'est des colères, il y a des ceci, pour voir comment faire en sorte que nous construisions des organismes démocratiques qui permettent qu'on résolve les contradictions et qu'on établisse des stratégies pour combattre. Et sur cela, il faut s'appuyer sur ce qu'on appelle la ligne de masse. On a beaucoup célébré Fanon ces temps derniers. Lisons Fanon. Fanon nous dit que c'est à la base qu'il faut nous structurer pour que les gens soient acteurs de leur développement. C'est eux qui décident. Et pour cela, il faut les politiser, il faut les informer, il faut leur permettre de s'exprimer, de décider. Donc, l'obstacle à surmonter aujourd'hui, c'est la méfiance et l'absence d'organisation. Les gens qui disent, syndicat n'a rien fait, j'ai fait rien, c'est nous qui... C'est un mépris, une insulte vis-à-vis de l'histoire de notre pays. Une ignorance de l'histoire de notre pays fondée sur la nécessité de se placer. Il nous faut connaître l'histoire syndicale de notre pays, l'histoire politique de notre pays, l'histoire des résistances de notre pays, de façon à surmonter les méfiances et faire en sorte que la masse, que le peuple conscientisé puisse choisir. Alors, je vais terminer en vous donnant une illustration, parce que beaucoup de gens sont désespérés, pratiquent le déni, parce qu'ils ne savent pas ce qui se fait dans le monde. Le monde est déjà en train de changer. Les conditions pour que les impérialistes occidentaux soient renversés sont réunies. L'impérialisme américain disparaît petit à petit face aux BRICS, face à la montée en puissance les Français de l'AES, etc. Il y a des choses qui se font, mais nous ne savons pas. Et un exemple que je veux vous citer, c'est celui des rencontres qui se sont tenues au Venezuela la semaine dernière. Est-ce que vous avez vu un seul journal, une seule télé? Est-ce que vous avez entendu une seule radio rendre compte de ce qui s'est passé la semaine dernière au Venezuela? Le monde était en train de changer au Venezuela. La preuve que le monde change et avance, que la victoire s'annonce, était visible au Venezuela. Il ne faut pas qu'il vous parle de ça. Alors, il y a 3 événements qui se sont déroulés au Venezuela la semaine dernière, dont je vous rencontre là maintenant. Premièrement, l'Alba Movimientos. C'est quoi? Quand Chavez avait créé avec d'autres pays progressistes de la région l'Alliance bolivarienne des Amériques pour faire le contrepoids à l'impérialisme américain, mettre des accords économiques entre eux, à Petro-Caribe et tout. Ces mêmes gouvernements avaient poussé à la création d'une partie qui s'appelle ALBA, Movimientos, regroupant les mouvements populaires, paysans, féministes, syndicalistes, écologiques de toute la région Amérique Centre, Sud, Caraïbes,
qui se voient régulièrement pour harmoniser leur lutte et échanger des expériences. Et la semaine dernière, il y avait la 9e coordination de ces mouvements-là. Pendant 2 jours, échange d'expériences, connaissances des peuples. Et c'est là qu'on a vu, enfin, nos médias alternatifs vont en parler, mais jamais les autres vont parler, la puissance du mouvement alternatif et les victoires qui sont déjà réalisées dans cette région-là. Alba Movimentos. Il y a eu un deuxième événement, alors là, ça s'appelait le Cumbre de los Pueblos pour la paz y contra la guerra, le sommet des peuples pour la paix et contre la guerre. J'ai oublié de dire qu'il y avait 25 pays membres de l'Alba Movimentos, dont 22 présentiels de la rencontre de l'Alba. Dans le sommet des peuples, il y avait 80 pays représentés, 600 délégués de haut niveau. La Chine, l'Inde, la Russie, les pays de l'AES, Niger, Burkina, etc. 80 pays. 80 pays qui font à peu près 2 tiers de la population mondiale. L'Inde, la Turquie, etc. Mais pas des gens comme ça, c'est des gens représentatifs de gouvernements impérialistes, anti-impérialistes ou de mouvements populaires. D'Argentine, de Colombie. Et dans les réunions, il y avait à peu près 1 millier de personnes qui échangeaient leur expérience, qui parlaient des dictatures, des luttes menées, et qui débouchaient sur des résolutions pour soutenir le mouvement pour la paix et dénoncer les génocides, les agressions, etc. J'ai parlé tout à l'heure de la Palestine, c'est elle qui était à l'honneur. La plupart des gens avec leur foulard palestinien au cou, et il y a un Palestinien, bien entendu, qui est intervenu. Vraiment, c'est là qu'on a vu que le monde qui lutte, le monde des peuples, est conscient de ce qui se passe. Est conscient de l'endroit où il faut porter les coups aujourd'hui. Deuxième donc élément. Et le troisième élément, là aussi on n'en a pas parlé, c'est qu'il y avait des élections au Venezuela. Dimanche dernier, il y avait des élections municipales dans tout le pays et il y avait une consultation des jeunes. Commençons par les élections municipales. Il y avait 335 municipalités en lice, enfin, concernées par les élections, 21 millions d'électeurs, un taux de participation de 45%. Mais les chavistes, les bolivariens, ont remporté 285 municipalités, l'opposition 50. Il n'y a pas eu un seul incident dans le pays. Parce qu'il y avait 1450 observateurs internationaux qui n'étaient pas des affidés de Maduro, mais qui étaient des représentants de mouvements populaires. Il y avait les gens de l'AS, je l'ai dit tout à l'heure, des organisations de jeunesse de Jamaïque, 1450 observateurs qui regardaient si tout se passait bien. D'ailleurs, personne n'a contesté, à part les émigrés des États-Unis qui ont fait des vidéos. Les choses se sont passées calmement dans un Venezuela qui petit à petit remonte. Mais l'autre consultation est encore plus intéressante à signaler, parce que c'est la construction de la démocratie directe. Le gouvernement vénézuélien avait fait un travail préparatoire dans toutes les provinces pour demander quels sont les projets les plus urgents pour permettre à la jeunesse de s'émanciper, de mieux vivre, etc. De tout le Venezuela, il y avait 40 000 propositions concrètes qui ont émergé. Ces 40 000 propositions étaient diffusées partout. Et le dimanche, il y avait une consultation de la jeunesse. Tout jeune Vénézuélien âgé de plus de 15 ans pouvait participer. J'ai des photos de ces files de jeunes qui votent, etc. Et on leur demandait de sélectionner les 10 priorités
de voter pour les 10 priorités qui seront comptabilisées d'après les votes et qui seront mises immédiatement en place par le gouvernement fédéré. C'est une expérience de démocratie directe qui intègre les jeunes, qui conscientise les jeunes. C'était pas important ça, de dire ça dans les médias. Il n'y a pas un média qui a parlé de ça. Il n'y a pas un média qui a dit, mais tiens, il y a une expérience. Eh bien, quand on a vu ça, quand on a participé à ça, on sait que le monde est en train de changer. On sait qu'ils ne pourront rien faire pour empêcher que les peuples continuent à s'organiser. Alors, ma phrase de conclusion, le thème de déconstruction, c'était les possibilités de changer le monde. Bien oui, le monde peut être changé. Il est déjà en train d'être changé, que les forces s'accumulent et que notre tout petit pays, la Martinique, a un rôle à jouer. Parce que chaque grain d'iric a plein sac, mais si nous affaiblissons le pouvoir colonial français qui est en train de chuter, si nous montrons que nous n'avons pas besoin de lui pour que notre pays vive bien, nous rentrons dans l'armée des peuples qui changent le monde. Et nous avons les moyens pour ça. Nous faisons déjà des choses pour ça. Ce qui nous manque, c'est la politisation, l'organisation, l'union entre des gens qui se respectent et qui élaborent ensemble une stratégie qui se détache des prétentions individualistes, opportunistes, etc. Le peuple martiniquais a déjà fait porter beaucoup de choses dans l'histoire. Il a porté le fanon. Il a porté le discours sur le colonialisme de Césaire. Il a porté la libération des esclaves en 1848. Il a porté à la France le premier endroit qui s'est débarrassé du régime de Vichy avec la révolte de Tourté, à Balata, etc. Il a serré nous, il a dévalorisé nous, il a auto-dénigré comme nous. Notre peuple a son rôle à jouer. Nous en sommes capables et je vous invite tous à participer à ce grand combat. Merci de votre attention.